j'en veux à ces Arabes français, ces Arabes qu'il faut mettre entre guillemets, pas français, qui pourraient ouvrir leur gueule et qui la ferment. Plus ces lâches, colonisés dans l'âme au point de se laisser traiter de beurre, sont connus, plus ils se taisent. Ils écoutent sans sourciller et quelquefois sans moustacher leurs patrons répéter que les attentats en Irak et en Palestine sont inspirés par la haine religieuse pour l'Occident, que ce sont les musulmans d'abord qui en font les frais, et en particulier les femmes, et autres conneries démagocratiques. Les Arabes intégrés sont des esclaves volontaires qui participent à l'entreprise industrielle de désislamisation généralisée. Moins de Coran et repli identitaire sur des traditions injustifiées. Voilà pourquoi je les appelle désormais des collabeurs. Les Arabes, les Français ne les emploient que pour dire du mal de leurs frères. C'est le seul boulot, au fond, qu'on daigne leur trouver. Faire de la propagande contre les musulmans. Chacun à son niveau y va de sa petite désolidarisation. Avant, on exploitait les Arabes en leur mettant un marteau-piqueur entre les mains pour qu'ils défoncent la chaussée. Maintenant, ils doivent eux-mêmes être les marteaux-piqueurs qui défoncent l'islam véritable. C'est toujours de la main-d'œuvre, ni plus ni moins. Quel que soit le statut social auquel on fait semblant de le laisser accéder, l'arabe le plus lettré, le plus professoral, le plus universitaire, se retrouve au service du laïc. Non seulement ils sont collabos, mais ils vantent les mérites de la collaboration. Ils savent très bien que sans ça, ils resteraient de pauvres Arabes humiliés. Ils préfèrent devenir de riches Arabes humiliants. Et puis, leur engagement pour la paix dans ce qu'ils osent encore appeler la Palestine est un gage de plus de leur succès. Plus ils comprendront Israël, moins Israël les prendra pour des cons. L'essentiel est qu'ils crachent dans le bouillon du couscous. Alors ils seront sûrs de continuer à casser la graine. Les collabeurs ont tous tellement peur de perdre leur place. Au moins qu'ils expliquent pourquoi dire certaines choses les priverait de leur boulot. Même pas. On l'a bien vu dans l'affaire Dieudonné, seuls les plus naïfs ont avoué que ce serait dangereux pour leur carrière de soutenir le Camerounais antisioniste. Le voilà, l'antisémitisme inconscient qui passe aux aveux. Si on pense que ne pas se démarquer de quelqu'un qui est accusé d'être antisémite est préjudiciable à son emploi dans le showbiz, c'est qu'on admet que ce showbiz est dirigé par des gens qui voient de l'antisémitisme partout. Les collabeurs révèlent sans le vouloir le fond de leur pensée, qui n'est autre que le fameux cliché qu'ils font semblant de pourfendre et qu'ils alimentent par leur autocensure. Ce sont les juifs qui dirigent le show business et tout le monde dépend d'eux. Les requins ricanent. Je suis persuadé que les plus malins des producteurs préfèrent encore Dieudonné et sa grande gueule aux faux culs qui se désolidarisent de lui par peur de perdre leur croûte. Dans le spectacle, il y en a un paquet de collabeurs à avoir désavoué leurs camarades. Félag, par exemple, le drôlatique kabyle, a joué au dernier des chameaux en reprochant à Dieudonné d'avoir dépassé la limite. Évidemment, pour lui, c'est facile de faire marrer en racontant des histoires algériennes bien dégagées et pas seulement derrière les oreilles, dans de petits spectacles plus tendres que cruels. Et le petit nouveau Thomas Sisley, qui estime qu'on ne peut pas rire de tout. Lui ne prend aucun risque, il arrive sur scène et d'emblée il dit « Je suis juif et arabe ». Il est le seul, avec ceux qui ne sont pas arabes, à trouver ça drôle. Tout va bien pour lui, qu'est-ce qu'il y a de marrant? Vrai ou faux, le doute subsiste et il en bénéficie pour faire passer son message de rigolo qui fait semblant de ne pas comprendre pourquoi il peut tout dire désormais. À lui, on ne reproche pas de faire des sketchs pas drôles. Dans le genre intello, il y a aussi Malek Chebel avec sa tête de cocu du Coran. Il n'arrête pas de dire merci, merci aux Occidentaux qui daignent l'accepter dans leur clan en tant que traître absolu, multipliant les manifestes et les dictionnaires sur un islam aseptisé et intégrationniste. Chebel se dit radical de la modération, un prof beurre qui est pour la concorde. Malek Chebel qui prône l'islam des Lumières. Bientôt il va nous dire que la Révolution française était avant tout islamique modérée bien sûr. Ce collabeur se réjouit que des imams soient expulsés et attend que l'État et les intellectuels se soudent davantage pour combattre les extrémistes de son pays. On rêve, c'est les 1001 saloperies. Super collabeur également les commentateurs professionnels des problèmes du Proche-Orient. Grande gueule de l'antiterrorisme. Tous ces spécialistes qui ne voyagent jamais. C'est tout à fait symptomatique de ce qui se passe dans la région, disent-ils. On en voit tous les jours dans l'émission C'est dans l'air, la bien nommée, où toujours les mêmes théoriciens du carnage viennent faire du catastrophisme sans jamais prendre parti.
À côté d'une barbouze toujours habillée en jacquard, il y a 2 anciens des forces libanaises. Un à fine moustache très serveur de soupe, et surtout un autre à proverbe avec une gueule de traviole. Sa bouche, à force de se tordre pour mentir, va finir par passer de l'autre côté de sa tête et se retrouver sur sa nuque. Ça lui donne un air dégoûté, mais c'est lui qui est dégoûtant. Lorsqu'il ne se gourre pas sur les événements, ces deux-là noircissent le tableau face à un Yves Calvi dont le boulot est de s'ébahir devant l'actualité et de traduire en langage journalistique leurs topos erronés. Gueule tordue et d'autant plus collabore qu'il n'est pas beurre, il dit toujours aux blancs « excusez-moi », ce qui veut dire « pardon mes frères arabes ». Mais le pire de tous, c'est Mohamed Sifawi, délateur professionnel, taupe des occidentalistes, mouchard dans l'âme, infiltreur corrompu, qui se fait passer pour un héros parce qu'il traite Bush, Sharon et Ben Laden de fascistes. Employé du pire journalisme, faux cul absolu, il espionne les imams avec des caméras cachées. Sifawi se présente comme enquêteur au péril de sa vie et les médias le reçoivent les larmes aux yeux et les paumes pleines d'applaudissements. Il faudrait récurer ses casseroles à celui-là aussi, parce qu'il doit en avoir de belles à son cul. Les collabeurs sont prêts à tout pour entrer dans le cénacle médiatico-politique, car ils adorent la politique. Il n'y a pas que Malek Bouti, le Tom Pouce au crime, celui que tous les banlieusards appellent Malek Bounty, noir dehors et blanc dedans. Il y a aussi sa sœur, Loubna Melian, l'héroïne de Ni pute ni soumise, un titre de film non porno érigé en slogan féministo-laïque. Ni pute ni soumise devait forcément s'associer à SOS Racisme et à Fun Radio. Ni pute ni soumise. Quand on s'intéresse un peu à la dénégation, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire pute et soumise, bien sûr. Attention, pas pute au sens des putains, arabes ou pas, qui se prostituent avec ou sans mac, pour plein de raisons que les ni putes ni soumises ignorent et méprisent. Non, pute au sens de faire la pute, pour obtenir ce qu'elles veulent. Les putes sont des putes, comme on est écrivain ou musicien de jazz, mais les ni putes ni soumises font les putes. Nuance. Ce mouvement est une insulte aux grandes putains et aussi l'aveu que ces petites mijaurées du Parti socialiste, en mal de reconnaissance médiatique, sont totalement soumises et plus encore se servent de quelques exemples de malheureuses filles arabes persécutées par leurs frères ou leurs pères ignorants pour avoir un bon prétexte de bouffer enfin à tous les râteliers. La petite Méliane, elle aussi, veut sa part de gâteau. Collaborette, elle déteste au fond toute forme de révolte, surtout si celle-ci prend l'aspect d'un voile. N'est-elle ni intelligente ni courageuse pour comprendre et dire que la plupart des filles musulmanes le portent non pas par obscurantisme, mais par signe ostentatoire d'indignation contre la modernité occidentale? Elles se radicalisent par provocation et goût enfantin de la liberté contre leurs parents adeptes par intérêt d'un islam soluble dans la pseudo-démocratie à l'occidentale. C'est ça la vérité. Les ni putes ni soumises, il faut voir leur comité de parrainage. Les intellos les plus corrompus de ces 20 dernières années. La brochette de connards du monde libre. Loubna Melian, aussi vicieuse présidente de SOS Racisme, c'est la fille des cités, française avant tout, et qui déteste qu'on lui rappelle ses origines, mais qui a fait tout son beurre, sans jeu de mots, sur elle. Elle veut être le nouveau visage souriant de l'intégration militante. Elle est surtout médiatisée parce que c'est une bonne cliente depuis le lycée. Elle a du bagou, la Méliane. C'est le grand truc des collabeurs, ça. La parlotte creuse. Ils enfilent des phrases longues et en colère pour faire croire qu'ils ont quelque chose à dire. Et quelle putasserie. Dans le genre grande gueule qui vend bien sa salade, le petit Rachid Jaïdani tient le pompon. Quel démago culotté. Ce bon client squatte tout ce qu'il peut comme talk-show jusqu'à gêner les plus chevronnés médiateux qui ne peuvent pas le foutre à la porte sans risquer de passer pour anti-beurre. Rachid, qui se veut écrivain et non rappeur, balance sa vibes en freestyle pour mieux pleurnicher de n'être pas encore assez vite une vedette du showbiz. Le complexe des blancs est tel qu'il le laisse faire, alors qu'il pense que Jaïdani n'est qu'une petite frappe de plus, aux dents longues et aux couilles pas encore sorties. Parfait beubeur pour donner l'illusion d'une révolte arabe à des assemblées d'antiracistes professionnels. Son discours à ses frères, c'est « Existez et la télé vous fera vivre ». Joli programme révolutionnaire. Ah, ils sont tous écœurants. Il n'y a guère que Jamel Bourras, peut-être, le judoka Chaoui, qui ose un peu l'ouvrir, et Rachida, qui avait fait jadis une parodie de Douce France de Charles Trenet à la sauce arabe. Lui seul semble avoir bien compris. Quand je l'ai rencontré, il m'a reconnu comme étant l'écrivain qui était allé en Irak. « Je ne t'ai pas vu là-bas, lui ai-je dit. »« Les Arabes n'aiment pas les rebeux, m'a-t-il répondu lucide. J'aime bien ce complexe franchement avoué. On est loin de Samina Seri embrassant Gérard Darmon avant de quitter le plateau d'Ardisson.
comme il s'était cru obligé chez le même de jurer sur le Coran, avec beaucoup de trémolo, qu'il épouserait sans problème une juive, séquence coupée. Et les Chebnami, les Khaled, les Faudel, tous terrorisés à l'idée d'être associés à de vrais Arabes. Il faut rentrer dans le lard de tous ces petits cochons. Les Tariq Ramadan, les Mohamed Latrèche gênent les collabeurs, car ils mettent en péril leur petit système anti-révolutionnaire et lucratif de collaboration. Le mot d'ordre des Arabes modérationnistes après le 11 septembre, c'est « Chut, surtout ne nous faisons pas remarquer ». Ils se plaignent ensuite que les Blancs les considèrent tous plus ou moins comme des terroristes. Plus ils sont collabos, plus ils grimacent quand on leur rappelle leurs origines. Ils mettent ça sur le dos de la lutte contre le racisme. Mais c'est sous le poids de l'arrivisme qui croule. Regardez d'ailleurs comme ils sont ployés. Toujours alourdis par leur trahison, alors que les autres sont droits. C'est en refusant de s'appeler Beurre que les Arabes se sentiront un peu plus français. Malgré ça, ils persistent à se revendiquer Beurre, comme si ça les protégeait du racisme, et que ça leur donnerait le passeport d'être moins arabes. Zidane est-il le plus grand collabeur? Pas sûr. Au moins, le footballeur n'est-il pas dupe de lui-même? J'ai de beaux yeux, mais faut pas que je parle. Zinedine Zidane, le génie abruti. Il y en a quelques-uns comme ça dans le jazz aussi. Sa seule subversion, c'est parmi les 11 d'être le seul à ne pas chanter la Marseillaise pendant que l'hymne national retentit dans le stade avant le coup d'envoi de chaque match. Est-ce parce que le Kabyle Zizou aurait honte de chanter faux, ou bien parce qu'il aurait honte en chantant d'être faux? De toute façon, ça n'arrivera plus. Zidane vient à l'instant de quitter les Beurs pour aller, non pas à Nadjaf, mais à Madrid. C'est déjà ça. Non, le roi des collabeurs aujourd'hui, tout le monde le connaît. Djamel Debbouze. Plus qu'une star, un exemple, l'ascension fulgurante du maghrébin qui a réussi socialement, c'est Djamel qui la représente. Et par le rire, le meilleur moyen de ne jamais faire réfléchir. Et bien sûr, le copinage showbiz tel qu'il existait avant lui, du temps où les Arabes n'avaient pas droit à la parole. Ils croient l'avoir désormais grâce à Djamel, mais la seule parole qu'on leur permet de lancer à la face du bourgeois américano-sioniste, comme dirait l'autre, c'est celle de l'ironique petit débrouillard d'Agadir ou du Ouistiti d'Ouarzazate qui bondit de vanne en vanne et qui ne se sert surtout pas de sa puissante notoriété pour dire des choses importantes sur son peuple. Et qu'on ne me rétorque pas que les Arabes d'Irak ou de Palestine ne sont pas son peuple. En secret, Djamel se sent coupable de ne jamais rien dire. Il pourrait le faire, lui, dont le cauchemar très kafkaïen est qu'on tape à sa porte un matin et qu'on lui demande de tout rendre. C'est fini, on s'est trompé, c'était pas vous. Bel aveu. En effet, ce n'était pas lui, le messie de la cause. Il a fait quelques vagues pour cacher qu'il ne savait pas marcher sur l'eau. Il voulait trop en croquer, et plus il étale son rêve devenu réalité avec un arrivisme bon enfant, plus les esclaves, qui s'appellent eux-mêmes beurre, se réjouissent à l'idée que ça pourrait leur arriver à eux aussi, thunes, bagnoles et gonzesses, exactement comme les comiques et les acteurs blancs. C'est ça l'idéal, devenir une fripouille de plus, un alibi antiraciste supplémentaire pour les négriers du spectacle. Djamel finira comme Coluche, par raconter des histoires drôles devant des salles hilars d'avance. C'est le sort des faux subversifs, à la base complexés socialement. On ne peut pas faire plus beurrement correct. Devant Dieudonné, la réaction spontanée de Djamel sur le plateau a été « tel meilleur ». La reculade, c'est pour après, quand il a pris conscience non pas de l'ignominie du sketch, mais de ses conséquences. Djamel fait le jeu des disproportionnistes. Dans tous les magazines ensuite, il multiplie les propos collaborationnistes. Par exemple, ceux rapportés par le petit vilain YB, qui lui aussi regrette d'avoir défendu Dieudonné dans son roman. Djamel, même ma mère, elle m'en a voulu d'embrasser Dieudonné après ce qu'il avait dit. Ils se foutent de qui ces Judas d'Allah? YB fait la pub de son livre au second degré parce qu'il n'a pas eu le succès espéré. Et Djamel, entre deux léchages de la couronne du roi du Maroc, renie le seul humoriste qui sacrifie sa carrière de comique pour prendre la défense des Arabes. On l'attend encore, le duo sur scène de Djamel avec Gad Elmaleh, chouchou fuyard, sur le conflit israélo-palestinien. Djamel ne s'en sortira pas toujours en ne faisant que le ramadan. Le spectacle s'intitulera « Les Juifs et les Arabes, ils s'aiment bien », ce qui veut dire, traduit du lacanien, ils se haïssent copieusement.